Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Victor Gignon et David Minard, les fondateurs de l'entreprise IoT Symfony, qui ont créé un produit très intelligent, Octavio, qui va d'ailleurs devenir Octavio Stream. Octavio Stream permet d'utiliser votre ancien matériel audio avec des plateformes de streaming audio. En plus d'être ingénieux, le produit permet de ne plus mettre à la poubelle des objets qui fonctionnent encore bien, voire qui ont une valeur sentimentale. Je vous invite à découvrir cet épisode qui montre qu'entreprendre jeune et en duo, c'est faisable. Très bonne écoute à vous. Eh bien, on est sur le podcast Allez Vas-y et j'ai eu que quelques mètres à faire pour venir enregistrer ce podcast. C'est plutôt sympa. J'ai descendu 2 étages et puis je suis arrivé chez mes voisins à la ruche d'entreprise de Tourcoing. Je suis avec David Minard et Victor Gignon qui sont les fondateurs de l'entreprise Octavio. Alors, avant de nous parler d'Octavio, je vais vous laisser me parler de votre parcours. Bonjour à tous, merci Fred pour nous avoir invités sur ce podcast. Alors moi je m'appelle Victor Gignon, j'ai 24 ans. Alors je suis actuellement sur Lille, j'étais étudiant à Lille, mais je suis originaire de Picardie, je viens d'Abbeville. J'ai eu un parcours assez classique, j'ai fait un bac littéraire dans le lycée de ma ville à Abbeville. Ensuite je suis parti sur Lille pour mes études en musicologie où j'ai rencontré David justement. Ensuite on a eu cette belle idée de lancer Octavio à 2. Et ensuite, on a fait une dernière année d'études à l'IAE Lille en master d'entrepreneuriat et de management de l'innovation. On a créé la société il y a maintenant 2 ans et on continue, on travaille, on développe la société tous les jours depuis ce temps-là. Ok, on reviendra de toute façon sur l'entreprise, mais on va laisser David se présenter et nous parler de son parcours. Donc David Minard, je réside aussi maintenant sur Lille. Je ne suis pas originaire de Picardie, mais je suis originaire de Bourges, donc dans le centre de la France. Ça date d'il y a quelques années. Depuis, j'ai fait 1 an sur Reims en licence de musicologie et ensuite je suis monté sur Lille, là où j'ai rencontré Victor. On a commencé à devenir amis et à avoir cette idée d'Octavio au fur et à mesure du temps. Voilà, j'ai un passé un peu plus technique parce qu'avant ma licence de musicologie, avant de rencontrer Victor, j'avais fait une partie de BTS en service informatique aux organisations, en réseau du coup. Et c'est ça qui nous a permis notamment d'avoir quelques bases pour lancer le projet Octavio du côté technique. Et ensuite, j'ai suivi exactement le même parcours que Victor. Donc on a fait notre master ensemble, on a même fait notre mémoire de recherche ensemble. Et ensuite, on a fait notre M2 ensemble et du coup notre mémoire de M2 aussi ensemble. Ok, des inséparables quoi. Depuis toujours, ouais. Ok. Avant justement de parler de ce que c'est que entreprendre à 2, parce que être pote c'est un truc, mais entreprendre à 2 c'est autre chose. Avant ça, moi j'aimerais bien que vous arriviez à nous expliquer ce que c'est Octavio, parce que c'est vrai que ce serait plutôt sympa d'écouter et de voir, mais justement l'idée c'est d'essayer de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Octavio. Alors Octavio, donc ça a été créé initialement pour moderniser des systèmes audio et les rendre connectés à des technologies qui n'étaient pas disponibles sur ce système-là. Octavio maintenant c'est un petit peu développé, on touche maintenant un petit peu le marché audiophile parce qu'Octavio a des qualités audio qui intéressent le public audiophile et donc maintenant on touche 2 cibles, à la fois les personnes qui cherchent à upcycler leur système et le public un peu plus audiophile du coup. Alors, ce qu'il faut que tu nous expliques, c'est quand tu dis ça s'adapte à du matériel, c'est qu'on peut prendre sa vieille enceinte, si je ne me trompe pas, et diffuser de la musique avec son iPhone. Si je résume, c'est ça le principe d'Octavio ? C'est ça. Okay. C'est ça. J'ai une vieille enceinte qui traîne dans mon salon, quoi que ce soit, qui n'est plus forcément connectée. Souvent, il y a un tuner intégré et c'est tout, quoi. Un petit lecteur CD et j'ai envie de profiter de ma musique depuis mon service de streaming sans perdre forcément en qualité sonore. L'idée c'est de venir brancher un Octavio sur ce système là et de pouvoir diffuser sa musique via son téléphone sur son système audio et sans aucune perte sonore, et pour ça Octavio a utilisé une technologie de son en Wi-Fi qui va permettre de diffuser de la musique sans aucune perte sonore parce que le Wi-Fi permet de faire passer beaucoup d'informations audio et du coup de ne pas compresser le son avant de l'envoyer sur son système. Ok, ça veut dire que cette enceinte, elle se branche par quel type de câble? Si on a des spécialistes qui nous écoutent, peut-être que certains comprendront ce que vous allez dire. Alors, elle se branche avec donc soit un câble analogique, soit un câble optique. Donc, câble optique classique. En analogique, c'est du RCA ou du jack. À partir de là, l'Octavio va être configuré au réseau
par le biais de l'application mobile Octavio, et l'utilisateur va donner par exemple ses identifiants de son service de streaming, donc Deezer, Cobuzz, Tidal, Spotify ou quoi que ce soit, pour pouvoir donner accès à Octavio à sa musique dématérialisée. Ok. Et cette idée, elle vous est venue comment ? Elle nous est venue tout simplement. Enfin, c'est vraiment une problématique à laquelle on a été confronté avec David. Forcément, étudiant en musicologie, tu te doutes qu'on écoutait pas mal de musique chez nous. On avait des abonnements, services de streaming. On avait chacun des bonnes chaînes hi-fi, mais en fait, on s'en servait plus parce qu'en fait, on pouvait pas les connecter, les utiliser avec notre téléphone, avec notre abonnement Spotify à l'époque. Et du coup, on s'est dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de système qui nous permet de profiter de nos enceintes pour écouter tout simplement de la musique en fait au quotidien, tous les jours. Alors, on a cherché. On a vu qu'on n'a rien trouvé en fait. Et on s'est dit, David avait des compétences techniques, on s'est dit, pourquoi pas le faire, se lancer. Et au début, c'est vrai qu'on a lancé ça plus comme un projet un peu à côté qu'on faisait de notre temps libre. Et on a vu que ça intéressait des personnes. Du coup, voilà, l'origine, un problème qu'on a eu, qu'on a essayé de résoudre pour nous. Et on a vu que d'autres personnes l'avaient. Et du coup, on s'est dit, autant le diffuser, la solution, au plus grand nombre. Ok, vous êtes l'exemple typique de ce que disent beaucoup de gens pour lancer un business. Regardez ce qui vous manque et vous pouvez peut-être avoir une bonne idée business. Donc vous, ça a été le cas. Oui, tout à fait. Et il y a une logique, et je ne sais pas, c'est vraiment une question très ouverte, il y a une logique écolo un peu derrière en se disant mais pourquoi je balancerais ma chaîne hi-fi déjà elle me tient à cœur peut-être, il y a un peu d'émotionnel, et puis en plus pourquoi je la balancerais alors qu'elle peut fonctionner. Mais forcément, parce que nous aussi, on aurait pu très bien à l'époque acheter une nouvelle chaîne hi-fi, mais on voulait pas. Déjà parce qu'elle fonctionnait encore. Du coup, la jeter, ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que la question écologique, on en parle, mais c'est vrai qu'on fait un produit électronique. Mais aujourd'hui, il y a 60% des chaînes hi-fi qui sont jetées, fonctionnent encore en fait. Et dans 45% des cas, c'est à cause du manque de fonctionnalité. Du coup, c'est quand même un vrai problème, un peu d'obsolescence sur ce marché. Et puis aussi l'attachement aussi très sentimental qu'on peut avoir avec des enceintes qu'on nous a offert, des cadeaux ou quoi. Ok, ouais. Si c'est l'enceinte de la communion ou du truc, ou c'est le grand-père ou la grand-mère qui a acheté. Carrément. Voilà. Typiquement, c'était mon cas. Moi, l'enceinte qui traînait dans mon salon, c'est une enceinte que j'ai eue avec ma communion, donc qui date un petit peu, mais pour autant, j'ai pas trouvé de meilleur son. Sûrement parce que je me suis habitué aussi à ce son-là, mais j'ai jamais rien trouvé de mieux et c'était dommage de l'acheter, quoi. Ok. Et donc, on a l'idée, on a la genèse d'où vient le projet. Comment on fait pour lancer un truc technique comme ça en France quand on est deux jeunes, on vient de finir ses études, il y a du financement à aller chercher, il y a d'autres problématiques, je suppose. Alors, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi et pour David aussi, en fait, on vient pas forcément de famille d'entrepreneurs. Du coup, en fait, on n'y connaissait rien. On n'avait pas en fait la visibilité, on ne pouvait pas se dire plus tard on va créer une boîte ou quoi. C'est venu un peu à la fac, on a toujours un peu suivi cette évolution avec la Startup Nation un peu qui a été prônée, et en fait on a découvert en fait qu'il existait de l'accompagnement pour la création d'entreprises, même à l'époque en tant qu'étudiant. Du coup à l'université de Lille on avait le Hub House qui est venu un jour dans un amphi faire une présentation, et nous on s'est dit c'est ce type de choses qu'il nous faut. Et après on a découvert les incubateurs. Du coup, on a postulé à la Pleine Image. Et après, en fait, une fois qu'on était rentré dans ce réseau-là, qu'on avait ouvert ses portes, on a pu ouvrir encore plus de portes, rencontrer d'autres personnes, d'autres réseaux. Et ensuite, l'accompagnement s'est fait ça a été long, ça a été progressif, mais ça s'est bien enchaîné parce qu'on avait réussi à franchir la première porte, le premier pas, un peu vers la création. Donc, on peut être étudiant et être accompagné pour créer son entreprise, ça existe. Oui, et il y a pas mal de choses qui sont faites là-dessus. Et justement, nous, au début, on avait fait ça, c'était un peu le Hub House qui nous accompagnait. Et après, on est parti à l'IAE dans un master justement d'entrepreneuriat, tu vois. Ok. Et alors, quand on a l'idée technique qui se développe, comment on passe de l'idée comme ça à quelque chose qui peut devenir concret ? Ça, c'est ce qui a été le plus long. Au début, on a prototypé quelque chose, mais qui n'était pas du tout industrialisable. C'était vraiment à l'idée de prototype. Pour faire un proto, il nous fallait peut-être 1 heure, quoi. Ensuite, on installait ça chez des gens, il fallait le configurer nous-mêmes au réseau Wi-Fi, par exemple. Enfin, c'était inenvisageable. Donc, on a passé beaucoup de temps ensuite à réfléchir à comment pousser le projet pour qu'il puisse coûter assez peu déjà à l'utilisateur final. Et qui dit coûter assez peu, dit être facilement industrialisable à des coûts intéressants. Et pour résoudre ce problème-là, on s'est fait aider par pas mal de monde. On est dans une région qui est quand même vachement active sur le milieu entrepreneuriat et sur le milieu aussi technologique. Donc des gens nous ont accompagnés, on nous a donné des pistes et ensuite on a creusé ces pistes-là par nous-mêmes avec des industriels pour arriver jusqu'à la solution qu'on a aujourd'hui, quoi. Ok. Et une fois que vous avez cette solution qui se développe et qui s'ouvre à vous,
Est-ce que vous commencez à réfléchir à on fabrique en France, on fabrique à l'étranger, comment on se procure les premières pièces et autres, avant qu'on parle du financement, comment ça a fonctionné sur cette partie-là? C'est vrai qu'au début, on était plutôt au tout début, hein, dans l'excitation. On prototypait, on regardait pas les coûts forcément, on essayait juste de faire quelque chose qui marche. Et en fait, c'est venu après plusieurs itérations de prototypes. On a pu faire tester, on a pu aussi faire des études de marché à côté pour s'assurer qu'il y avait un besoin vraiment sur le marché avant de lancer le produit. Et après, c'est vrai qu'on a toute cette phase de production. Et cette mise en production, c'est vrai que ça a été une grande réflexion. C'est où est-ce qu'on peut faire les produits par rapport à nos volumétries pour que ça soit intéressant financièrement, pour que ça soit qualitatif pour les personnes. Et du coup, dès le début, on a toujours une volonté de faire beaucoup en France. C'est pour ça qu'on a essayé pour un maximum d'aspects, par exemple le boîtier. On a travaillé avec un plasturgiste local qui est là à Tourcoing. Et pareil pour le packaging, c'est fait à côté de Villeneuve d'Ascq. Et pour tous les aspects qu'on a pu faire en France, en fait, on les a fait du coup en France. Ça, c'était vraiment une volonté dès le début. Et après, il y a des aspects sur lesquels on est obligé pour des questions, parce qu'on voulait aussi non seulement faire local, mais aussi que le produit soit abordable. Du coup, pour l'aspect plus électronique, là, pour les premières productions, on les a fait en Chine. Voilà. Ouais, bien sûr, normal. Et une fois qu'on a réfléchi à tout ça, comment on fait pour faire financer de la production de matériel? Il faut des finances et justement, ça marche comment? Alors nous, on est allé toquer à la porte de l'incubateur de Pleine Image, du coup, qui nous a redirigé un petit peu vers des sources de financement possibles. Donc on a la chance d'être dans une région qui pousse clairement à l'entrepreneuriat, hein. On s'est fait accompagner par exemple par HDFID, qui est un organisme dans les Hauts-de-France, qui nous a permis d'avoir les moyens financiers de pouvoir pousser le prototypage et réfléchir déjà à l'industrialisation. En termes de moyens, vraiment, je parle d'argent, quoi. Ensuite, en parallèle de tout ça, on a pu obtenir aussi une petite aide qui nous a permis de mettre de l'argent de côté pour pouvoir ensuite investir dans le capital de notre société. C'est grâce à ça qu'on a pu avoir un capital de société de 15 000 euros alors qu'on avait 22 ans, quoi. À partir de là, ensuite, il a fallu se débrouiller un petit peu par nous-mêmes. Donc on allait toquer auprès de banques, toquer auprès d'organismes qui proposent des prêts bancaires. Et en mettant toutes les pièces bout à bout, on arrive à un petit budget qui nous permet de lancer une première production. Et cumulé à tout ça, on a lancé une campagne de crowdfunding donc au mois de mars. L'idée, c'était de proposer déjà le produit pour s'assurer que le besoin marché était vraiment rempli et que les gens étaient prêts à payer pour ce qu'on avait fait. Ça nous a rassurés sur ce point-là parce qu'on a pu obtenir du coup 10 000 euros. 10 000 euros, c'était une somme énorme pour nous à l'époque. Ça permet de financer beaucoup de choses, mais ça suffit pas, bien sûr. Donc c'est en mettant tous ces sources de financement bout à bout qu'on a pu lancer une première production et du coup organiser une première production fin d'année 2020 et pour des livraisons début 2021. Ok. Et donc toute cette partie-là de financement, si on devait donner une fourchette, vous avez été chercher à peu près combien, sans rentrer dans les détails, mais pour que d'autres personnes puissent se dire ok, si je veux lancer, il faut au moins que je puisse aller chercher cette idée-là. Alors nous, au moment de lancer la production, on avait récolté en tout, on avait pu aller chercher des financements de hauteur de 200 000 euros à l'époque. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour se lancer sur un marché qui est électronique, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'investissements d'outillage en fait, industriel qui sont amortis sur plusieurs dizaines d'années. Et puis même, il faut avoir des stocks conséquents pour avoir des coûts intéressants par produit. Et du coup, il faut beaucoup investir aussi sur ce niveau-là. Et question peut-être bête, mais vous avez dû aller voir des fournisseurs en Chine ou vous êtes passé par des intermédiaires? Comment ça s'est passé? Non, on y allait en direct en fait, en essayant de chercher ce qui était possible. Forcément, tout entrepreneur qui se lance aujourd'hui sera contacté par des industriels chinois qui vont lui proposer monts et merveilles. On n'a pas suivi ces pistes-là, on a été chercher, creuser ce qui était déjà durable en termes de solutions, parce que l'objectif c'est pas de se lancer industriel qui nous plante au bout de 6 mois parce qu'on est trop petit ou quoi que ce soit, c'est trouver des acteurs de confiance qui peuvent nous suivre pendant des années et sur lesquels on peut bâtir un vrai partenariat. L'objectif c'est de pouvoir continuer pendant longtemps, parce qu'on parlait tout à l'heure que le but d'Octavio c'est de moderniser des systèmes audio. Notre but c'est clairement pas de rendre notre propre système obsolète. Et pour ça, il faut s'assurer d'avoir un industriel qui peut nous suivre pendant une grande paire d'années et pour faire évoluer le produit et s'assurer d'avoir des pièces détachées, etc., quoi. Et donc, sans rentrer dans le secret des dieux, comment on fait pour trouver quelqu'un de confiance alors que on est jeune, on arrive là-bas en Chine et on connaît pas trop, et comme tu le dis, on peut se faire facilement arnaquer. Vers qui vous vous êtes tourné?
Bah, nous, on a tout fait à distance. On ne s'est pas déplacé une seule fois sur le territoire chinois. Donc, on a tout fait à distance. On échange avec les gens et on voit si le feeling passe. Tout simplement, en fait, c'est l'humain qui prime. On voit si on se sent écouté, on voit si on se sent accompagné ou s'ils sont juste là par intérêt. On échange au fur et à mesure des semaines et généralement quand l'industriel est toujours en train de dialoguer avec vous alors que ça fait 2-3 mois et que vous n'avez pas lâché un seul centime, c'est que y a peut-être quelque chose, quoi. C'est qu'il faut peut-être creuser et c'est qu'il est prêt à vous accorder du temps et de la patience, quoi. Et après ça veut pas dire que le premier industriel sera le bon. Nous on a eu l'occasion de changer, là on fait une petite bascule et on va en faire au fur et à mesure des années sur en tout cas des parties où on peut se permettre de basculer et c'est pas parce que le premier est pas idéal que le deuxième sera pas meilleur, quoi. Et quand on est jeune comme ça et qu'on a une grosse somme d'argent devant soi et qu'on doit faire confiance à un industriel qui parle pas notre langue, qui est loin et qu'on n'a jamais vu, c'est quoi le sentiment au moment où on valide et on dit on y va ? Je pense que ce qui est important quand on a affaire à d'aussi grosses sommes quand on est jeune, c'est de savoir que cette somme-là, c'est une somme d'entreprise. Il faut surtout pas rattacher une aussi grosse somme à un point de vue personnel. Moi par exemple c'est quelque chose que j'ai eu tendance à faire beaucoup au début, c'est que quand on commençait à nous dire ah bah tiens on peut avoir 15 000 euros, moi je me disais mais 15 000 euros dans ma vie c'est énorme, ça peut changer tellement de choses, alors qu'on se rend compte que 15 000 euros dans la vie d'une société, bah ça part super vite, en un mois et demi il n'y a plus rien, quoi. Il faut apprendre surtout à se détacher de cette vision là et se dire que 200 000 euros, ok, dans la vie d'un humain lambda c'est énorme, ça change une vie, mais dans la vie d'une société c'est comme disait Victor tout à l'heure, c'est la base si on veut lancer un produit électronique et il faut savoir déjà se détacher de ça et ensuite forcément réfléchir intelligemment, mais je pense que ça vient naturellement. N'importe quel entrepreneur qui va lancer son projet, c'est son bébé et son bébé il va pas le confier à n'importe qui, il va pas dilapider le capital argent de son bébé vers des personnes en qui il n'aurait pas confiance, quoi. Ok. Et une des questions qui m'est venue avant de vous interviewer, c'est comment on fait quand on arrive dans des banques qui aujourd'hui, pour la grande majorité, ne jouent plus vraiment trop le jeu du risque et que vous arrivez tous les deux. Comment on se prépare à aller négocier ce genre de choses, parce qu'on sait que la première réponse pourrait être vous êtes un peu jeune et je ne vais pas risquer sur vous. Oui, c'est compliqué, c'est sûr qu'il faut y aller avec je vais pas dire un dossier béton, mais il faut réussir à convaincre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est jeune, c'est notre première boîte. À l'époque, on n'avait pas encore fait de chiffres. On avait juste simplement, on disait, faut déjà qu'on ait un produit, en fait, qu'on le prototype, même avant de le lancer. Du coup, c'est sûr que on peut pas aller voir n'importe quelle banque. Il faut quelqu'un qui ait une ouverture d'esprit, en fait, qui soit prêt à entendre, qui soit prêt à comprendre l'innovation, avoir la potentielle évolution du business sur plusieurs années. Et c'est là aussi où les incubateurs, la Pleine Image, nous a mis en relation avec les bonnes banques, parce que sinon on aurait pu aller voir 50 banques et se prendre des refus, comme tu dis. Et après, il y a aussi le côté humain, je pense, quand la personne nous voit en face, qu'on lui explique bien le projet, elle voit qu'on est motivé, qu'on n'est pas simplement des gens qui ont une idée, qui sont venus, surtout qu'on n'est pas allé voir des banques, si tu veux, un mois après avoir eu l'idée. On avait déjà travaillé pendant 1 an avant d'aller rechercher les financements, parce que même si on a créé la société, si tu veux, en octobre 2019, en fait, on était en incubation dès septembre 2018. Du coup, il y avait quand même pas mal de recul et c'était un projet qui était déjà assez mature à l'époque. C'est bien que tu donnes des dates, parce que souvent les gens ont tendance à se dire j'ai créé une entreprise, bon allez, 2018, 1 an c'est bon, alors ça y est, tu fais du chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de gens dans l'entourage qui ont cette vision un peu court terme des choses, alors qu'au fond ça demande du temps. Et vous justement ce temps, cette longueur, comment vous l'avez appréhendé, le fait que on a une idée, quand on est jeune on a envie que ça avance vite, et puis en fait on se retrouve avec un truc qui met du temps, il faut rediscuter, il faut retravailler. Comment vous l'avez appréhendé ça ? Pour moi en tout cas il y a eu à peu près 2 périodes, si tu veux. Les 2 premières années c'était des périodes qui étaient un peu moins stressantes parce qu'on était encore étudiants. Du coup forcément on n'avait pas l'obligation de pouvoir forcément se faire acheter de chiffres pour se rémunérer et tout. Du coup, on pouvait prendre le temps vraiment à aller vers les projets qui nous plaisaient, de tester, de faire plusieurs itérations de prototypage, parfois un peu longues. C'était pas très, très, très grave à l'époque. Après, dès qu'on a terminé nos études, où là, la société a été créée, il fallait y aller à fond, c'est là où le prototypage a dû s'accélérer. Peut-être on a pris des risques avec certains industriels, comme tu disais tout à l'heure, on a fait confiance, on a pris des décisions. Mais à un moment, il y a un moment où on peut prendre du temps, il y a un moment où il faut se lancer, il y a un moment où il faut y aller. Et c'est un peu comme
comme tout, hein, si on tente pas, on peut pas savoir si ça peut marcher ou pas. Mais du coup, il y avait une phase où moi j'étais un peu plus confiant, dans le mode on a le temps. Et là, je suis plus dans une phase où, allez, on y va. Ok. Et justement, la question que j'avais soumise tout à l'heure et qui revient, entreprendre à deux, ça se passe comment ? C'est quelque chose de naturel. Comment on s'organise ? Est-ce que vous, du fait qu'il y a la partie technique et plus la partie musique, vous vous êtes répartis les tâches ? Comment ça s'est organisé entre vous ? Bah nous, ça s'est goupillé assez naturellement et c'est là où on a eu de la chance. C'est que on était, avec Victor, on est super potes, mais on n'est pas super potes parce qu'on se ressemble. On est super potes parce qu'on est complémentaires. Et du coup, les parties par exemple, qui moi m'intéressent pas du tout, c'est des parties que Victor, il est vraiment bon et puis ça marche dans les deux sens quoi. Et ça s'est goupillé au fur et à mesure, comme a dit Victor, ça s'est fait pendant 2 ans et du coup les besoins sont pas arrivés day one en fait. Les besoins sont arrivés petit à petit et on a essayé de les combler en se disant bon bah il faut faire ça, tu t'en occupes, bah ouais. Et voilà. Et c'est pour ça que maintenant je me suis retrouvé avec le chapeau un peu plus technique et par exemple lié c'est moi qui suis en lien avec la clientèle, etc. Parce que Victor, lui, préfère avoir la casquette plus de gestion, etc. Il est beaucoup plus à l'aise, il a un tempérament qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus terre à terre. Là où moi c'est un petit peu l'inverse quoi. J'ai tendance à vite partir dans tous les sens, dynamique mais peut-être des fois un peu trop, et tendance à vouloir faire tout et rien à la fois. Et on a la chance d'avoir ces deux tempéraments assez opposés en fait, et qui viennent trouver un juste équilibre. Quand il faut prendre du risque, des fois je suis là un peu à forcer derrière. Et quand on se rend compte que le risque est pas bon à prendre, moi je m'en rends pas compte, mais Victor est là pour freiner, pour stopper un petit peu quoi. Ouais, voilà, tout à fait, c'est un peu ça. Et puis même si on s'est attribué les rôles de manière de faire ce qui nous plaît le plus, moi j'avais pas de base technique à la base, j'aurais pas pu forcément me lancer dedans. Du coup, je fais aujourd'hui on fait un peu chacun ce qui nous plaît le plus, mais on fait aussi un peu, forcément c'est une start-up, tu sais ce que c'est une entreprise, t'es amené à tout faire dans tous les cas, t'es amené à échanger sur plein de points. Et après, les points que nous on pouvait vraiment pas faire, soit parce que bien sûr on n'a plus le temps à partir d'un moment, ou soit parce qu'on n'est pas expert, on a essayé de s'accompagner de personnes qui peuvent le faire avec nous. Et c'est pour ça que maintenant on est plus vraiment deux, on est une équipe et on est tous ensemble à avancer pour la boîte. Et justement, vous êtes une équipe, il y a combien de personnes qui travaillent avec vous en direct chez Octavio ? Alors actuellement on est 6. La première année, donc on a commencé à 3 le tout premier mois où il y a eu des salariés dans la boîte tout simplement. Au bout d'un mois, on est monté à 4, on a fait une année à 4, et cette année, on a décidé de mettre un petit peu les bouchées doubles, donc on est passé à 6, et on a trouvé, en tout cas, je pense, le bon équilibre. On a réussi à décomposer notre service de 2 manières. En fait, on a 3 personnes sur la partie plus commerciale et communication, et 3 personnes sur la partie technique. Là où avant, c'était un peu plus déséquilibré, c'était souvent... l'accent était mis sur la partie technique quoi. Aujourd'hui on se rend compte que c'est bien beau d'avoir de la technique et des produits qui marchent super bien, mais s'il n'y a personne pour les vendre, ça fonctionne pas. Donc on est content, on a trouvé ce petit équilibre. Donc voilà. Camille chez nous s'occupe par exemple du lien avec les distributeurs, s'occupe de trouver des endroits physiques où acheter Octavio. Agathe se charge de notre communication sur les réseaux sociaux, le lien avec les clients, les newsletters. Si vous entendez parler d'Octavio aujourd'hui, si vous avez pu entendre sur Europe 1, sur 01net, sur Watifi, etc., c'est grâce à Agathe. Et ensuite on a Paul qui a pris la casquette technique. Et on a depuis très peu, donc depuis mi-septembre, Hugo qui est venu épauler Paul donc en alternance sur une période d'1 an aussi sur du développement mobile. Ok. Et comment ça se passe dans votre tête quand vous passez du cap de deux jeunes entrepreneurs à, entre guillemets, patron, puisque vous embauchez des personnes, est-ce que ça vous change en termes de responsabilité ? Parce que quand on n'est que deux et qu'on entreprend pour soi, ou comme moi, entrepreneur indépendant, c'est un peu différent que quand on se retrouve avec des salariés dont on doit répondre. Nous, on était ultra contents quand on a eu les premiers membres de l'équipe, déjà parce qu'on avait des besoins à combler. Donc on savait que s'il fallait passer à la step 2, il fallait avoir des compétences. Et la première compétence qu'on a eue, c'était donc Hugo à l'époque, qui est plus chez nous maintenant, mais qui s'est occupé de la partie électronique, parce qu'on connaissait pas l'électronique. Donc dans tous les cas, on avait besoin de lui. Et on s'est pris au jeu assez facilement. Donc au début, on avait des personnes en stage qui sont passées chez nous. Donc
on a vu une paire de personnes passer chez Octavio au début jusqu'à avoir des salariés, et on s'est assez bien pris au jeu parce qu'au final on a eu de la chance de tomber sur des super bons profils, des gens qui étaient dans la même vision des choses que nous, et des gens qui s'investissent aussi autant que nous, et c'est ça qui est aussi important. On voit pas aujourd'hui nos salariés, j'aime même pas forcément ce mot, nos salariés comme des gens qu'on paye et qui viennent travailler et qui s'en vont après. Ça va bien plus loin que ça, c'est des gens avec qui on veut créer une vraie cohésion d'équipe. Qui puissent donner leur avis, qui puissent participer à l'évolution, pas forcément de la boîte, mais du projet de manière générale, qui voient ça comme, on est tous dans un bateau, on est tous, tout l'équipage s'occupe de mener à bien ce bateau et de l'emmener le plus loin possible, quoi. Et on essaye au maximum de s'éloigner de cette vision patron-salarié, etc. Mais vraiment créer une sorte de cohésion d'équipe et une sorte de... Voilà. Et comment on fait justement, alors j'allais dire comment on fait, mais c'est plutôt quels sont les petits trucs que vous donneriez à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer et qui ont besoin d'embaucher des personnes, les petits trucs que vous avez peut-être pas fait et que maintenant vous faites, vous avez pas pris en compte au début et maintenant vous faites, enfin quels sont les pas forcément les erreurs, mais en tout cas les trucs que vous faites maintenant parce que vous avez pris conscience que c'était important. C'est vrai qu'avant d'engager une première personne, nous, ce qu'on a fait, et je pense que je recommanderais à tout le monde, c'est d'abord prendre des stagiaires. Parce que ça nous permet aussi, nous, de nous former, savoir si on peut être manager, si on peut vraiment encadrer des personnes. Et surtout, ça permet de faire un premier test en fait, sur le processus de recrutement. En fait, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on te dit, on est très content de toute l'équipe. C'est parce qu'en fait, on est quand même assez, je pense, exigeant dans nos recrutements. On fait vraiment des bons processus. Et je pense que ça, c'est ultra important sur ce point-là. Et aussi, quand tu as un salarié qui arrive, dès le début, faut qu'il ait les mêmes valeurs que toi. C'est le plus important aujourd'hui parce que si même le salarié est ultra compétent, s'il n'y a pas les valeurs, il n'y aura pas de cohésion, il y aura des froids, il y aura une mauvaise ambiance et c'est vraiment pas souhaitable pour n'importe quelle boîte. Donc ça veut dire que vous êtes posé sur un socle de valeurs tous les deux en disant voilà on veut ça, on veut ça, on veut ça, et en entretien l'objectif c'était de réussir à ressentir si la personne elle avait cette approche-là. C'est ça, ouais. Au niveau du recrutement, on juge beaucoup aussi sur l'humain, hein. C'est le critère numéro 1, c'est s'assurer que la personne qui arrive chez nous déjà va se sentir bien et se sentira accueillie par l'équipe et qu'on sera tous dans cette même mouvance et cet même esprit. Et ensuite, bien sûr, on juge aussi les compétences, quoi, parce que c'est bien beau d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend bien, mais s'il sait rien faire, c'est pas incroyable. Oui. Donc on essaye de mettre les deux à 50-50 parce qu'on estime aujourd'hui que des compétences, on peut parfois les apporter, mais l'humain est ce qu'il est. Et si l'humain s'entend pas avec le reste de l'équipe, on va pas le changer, quoi. C'est clair, vous avez effectivement en plus vous à certains moments besoin de contraintes techniques, de compétences techniques, on va dire des hard skills pour parler dans les termes techniques aujourd'hui. Vous en avez besoin et effectivement il y en a certaines qui s'acquièrent pas comme ça, il faut un certain background. Pour les autres, effectivement, on appelle ça les soft skills, pour ceux qui ne maîtrisent pas sur le podcast et qui écoutent. Et ça, effectivement, pareil aussi, vous avez quelqu'un qui a ce background-là, ça va être difficile de l'acquérir. Et puis vous n'avez pas le temps d'accompagner, de former les personnes pendant des heures et des heures au travail. C'est quoi les moments les plus difficiles que vous avez pu vivre dans votre parcours d'entrepreneur, de jeune entrepreneur ? Je pense qu'il y en a pas mal. Enfin, dans tous les cas, il y a des moments difficiles, des moments qui sont mieux. Nous, parfois, c'est quand on prototype des produits, ça marche pas, on passe des journées à tester, à vouloir il n'y a rien qui marche. Ça met un petit coup au moral parce que c'est des choses qui sont longs, on sait qu'on prend du retard dans les productions. Après, nous, on a eu aussi un peu des problèmes, c'est qu'on a lancé la prod électronique à la fin du confinement, si tu veux. Du coup, on a eu un peu de retard par rapport à nos produits et c'est vrai que au départ, on idéalise un plan, on l'avait présenté à des banquiers, on l'avait financé à l'époque et on avait prévu une sortie du produit en novembre 2020 et finalement la production a pris du retard et le produit n'est sorti qu'en mars 2021. Tu vois, et à chaque fois que tu te sens en retard par rapport à ce que tu as annoncé, par rapport à ce que tu as prévu, au début, la première fois que ça t'arrive, tu culpabilises parce que tu te dis du coup ça décale tout. Ça décale les revenus, ça décale pas les dépenses. Et, elle décale jamais les dépenses. À chaque fois, tu arrives à être dans des situations impossibles. Et puis, parfois, tu vois que ça n'avance pas, que ça se débloque pas. Et tu te dis, mais quand est-ce qu'on pourra s'en sortir ? Quand est-ce que ça pourra enfin être là ? Après, le jour où c'est là, tu es trop content. Mais tu as des moments comme ça qui font que
il faut pas abandonner, quoi. Il faut être résilient et y aller, quoi. Et c'est quoi justement le truc qui vous a aidé à tenir? Parce que j'imagine que le côté speed qu'on peut avoir, etc., quand on voit les choses avancer, puis tout d'un coup, on nous dit de novembre, on passe à mars, il doit y avoir un temps, ça doit être long et lent. Et justement, comment on fait pour tenir? Est-ce que vous avez un truc à partager aux entrepreneurs qui nous écouteraient? Moi, je pense beaucoup, c'est l'entourage. C'est au moins le fait de se dire que même si la journée était pourrie au possible et que ça va peut-être durer pendant 6 mois, de savoir que quand on va rentrer chez soi, on oublie tout, quoi. Et nous, on avait de la chance d'être entouré par... moi, j'habite avec une personne qui contribue à tout ça. On a des potes avec qui, quand on passait une journée qui allait vraiment pas, on allait les voir et on oubliait tout. La famille aussi, c'est important. C'est important de se garder autre chose que le travail, parce que sinon, comme a dit Victor, des fois on arrive à des périodes où c'est vraiment pas facile. Et je crois que le milieu entrepreneuriat, il n'y a pas un seul moment où c'est facile, ou un seul moment où on se dit ah bah tiens, aujourd'hui il n'y a pas de problème, quoi. Genre, typiquement, dernièrement, au mois de mars, le gros problème qu'on avait, c'était qu'on était super content, on avait conçu le produit qu'on voulait. Et là, on lance et on s'imagine faire des ventes de malade mental. On se dit on va écouler allez, peut-être 200 ce mois-ci, quoi. Et là, on lance les ventes, on attend devant le PC. On voit qu'il n'y a rien, quoi. Et on attend, les semaines passent, et on est venu à un point où on était fou de joie quand on avait fait une vente dans la semaine, quoi. Et voilà, c'est une époque qui est un petit peu révolue, heureusement, aujourd'hui. Mais à l'époque, par exemple, notre problème, c'était de vendre, c'était de trouver à vendre. Et il y a toujours des problèmes, genre maintenant le problème c'est qu'aujourd'hui Octavio se vend bien, et notre problème aujourd'hui c'est que ça se vend peut-être des fois trop bien, et aujourd'hui on arrive des fois à des moments où on est à court de stock. Et ça pourrait être, je pense que il faut arriver à voir la bonne nouvelle dans tout ça et arrêter de voir que le côté négatif, se dire qu'aujourd'hui, ok, c'est embêtant de se dire, c'est super stressant de se dire il faut produire vite, etc. parce que sinon on va être en rupture. Là il y a le Black Friday qui arrive, il y a Noël qui arrive, etc. Il faut pas être en rupture pendant ces périodes, etc. Mais au-delà de tout ça, il faut voir le côté positif et se dire, purée, il y a 6 mois, on galérait à vendre un produit dans la semaine. Là on fait des journées, on en vend une vingtaine, on va pas se plaindre quand même. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'être à deux aussi, même toute la journée, à deux, enfin, un coup David va moins bien, je peux le soutenir, inversement. Et ça, c'est vraiment fort, en fait, parce que on a tous des coups de blues, et puis tant qu'il y a quelqu'un qui est là, qui rappelle un peu la vision de pourquoi on fait ça, un peu aussi les valeurs, en fait, ça nous permet de nous continuer et de pas abandonner, pas baisser les bras, quoi. Ok. Et il y a des perspectives particulières de nouveaux développements dont vous pouvez parler, parce que je me doute qu'il y a des trucs, vous n'allez pas tout balancer ici au podcast, même si encore une fois on enregistre là à une période et il sera diffusé un petit peu plus loin, mais est-ce qu'il y a des projets de développement, sans rentrer dans les détails, dont vous pouvez parler ? Ouais, carrément. Nous, on n'a aucun souci pour parler des développements en cours. On le partage de toute façon avec notre communauté pour leur tenir au courant, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Là, on prévoit la sortie d'un amplificateur courant février-mars. Qui reprend un petit peu la technologie Octavio, mais dans un format amplificateur, donc qui va permettre de se brancher directement à des enceintes donc passives. Voilà, avec des innovations qu'on a apportées depuis, etc. Des trucs assez chouettes. Depuis qu'on a du monde sur la partie mobile d'Octavio, on essaye de se focus aussi beaucoup sur la partie mobile, parce qu'on se rend compte qu'au final, l'interaction qu'a l'utilisateur avec notre produit, c'est pas avec l'objet en lui-même, mais c'est envers l'application mobile qu'il va utiliser tous les jours, etc. Et du coup, on souhaite y apporter le plus grand soin possible et que l'utilisateur se sente à l'aise quand il utilise son système. Voilà, que aujourd'hui, on a des clients qui ont la vingtaine ou on a des clients qui ont la soixantaine et on veut que tout le monde puisse s'y retrouver, que le soixantenaire puisse contrôler ça et comprenne facilement comment ça va fonctionner et que le vingtenaire ait l'impression de se retrouver dans son application Spotify quand il ouvre l'application Octavio, quoi. Que ça soit aussi bien fait et aussi intuitif. Et ensuite, on travaille aussi sur plein de projets, des intégrations de la techno Octavio dans des constructeurs d'enceintes. Donc, malheureusement, là, je peux pas dire les noms parce que j'ai pas forcément l'accord de tout le monde. Bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est de pousser la techno sur des produits qu'on trouve chouettes et qu'on a envie de soutenir et pour les rendre compatibles à notre écosystème, quoi. Ok. Et en termes de pilotage maintenant économique, est-ce que vous vous sentez serein par rapport à tout ce que vous avez emprunté aux banques ou alors vous êtes encore dans une phase où il faut un deuxième coup de collier entre guillemets au développement ? On se sent serein par rapport à nos projets initiaux qui sont en fait qui restent les mêmes, hein, qui restent. On parlait de développer un amplificateur, en fait c'est développer vraiment un écosystème avec plusieurs produits dans la gamme. Nous, le fait d'avoir plusieurs produits, tu l'imagines, ça permet aussi de vendre plus de produits. Bien et sûr. Aussi là,
on s'est concentré vraiment sur le marché français. On va pouvoir aussi s'élargir au marché européen. Du coup, on a pas mal de développement devant nous. Bon, forcément, pour les financer, on a des besoins en financement qui, un peu au début, je pense qu'ils sont toujours là en fait, histoire d'atteindre un certain seuil, une certaine volumétrie. Et puis même, histoire, nous, par exemple, on te parle qu'on vend beaucoup, du coup, il n'y a plus de stock, mais le stock, faut l'avancer pour pouvoir produire plus et pour pouvoir vendre encore plus. Du coup, on a encore besoin là d'un financement. Et après, normalement, on sera une structure rentable, sans avoir besoin non plus d'injecter tout le temps de l'argent. On peut espérer croître de cette manière-là. Donc si j'écoute le podcast et je suis un business angel et j'ai envie d'investir dans un truc qui me plaît, les personnes peuvent encore taper à votre porte, il n'est pas trop tard, ils peuvent venir voir un petit peu. Tout dépend de la date de sortie du podcast, j'en souviens plus. Alors pour ne rien trahir, on est plutôt vers fin janvier. Ok. Ah bah ça va être un peu tard. Eh ben, s'il reste de la place, dépêchez-vous. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? On arrive vers la fin d'année, là, c'est la liste au Père Noël. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? D'ajouter des Octavio sur la liste du Père Noël, de les faire livrer en bas du sapin, d'acheter des amplificateurs parce qu'ils sont en précommande, et sinon, je sais pas, que l'aventure se continue comme elle est maintenant, qu'elle devienne de plus en plus intéressante, parce que c'est toujours plaisant de... Il y a 2 ans, jamais on aurait imaginé participer à un podcast ou passer chez Europe 1 du haut de nos 22 et 23 ans. Donc que tout continue comme ça et que voilà, on a la chance d'avoir aujourd'hui une super équipe, un super produit et une clientèle qui nous suit, donc que ça puisse se prolonger suivant les années, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'au début, on pensait créer un produit, c'était la base. Et finalement, maintenant, on compte vraiment sur l'application pour créer vraiment un peu une expérience d'écoute, quelque chose qui change pour l'utilisateur, qui soit heureux de retrouver, d'écouter de la musique en fait sur ses enceintes, qui n'écoute plus depuis son téléphone ou quoi. On veut vraiment créer quelque chose et il y a encore beaucoup de travail. Du coup, je pense qu'on peut aussi nous souhaiter bon courage. Ok, en tout cas, merci les gars de vous être prêtés au jeu de l'interview, parce que effectivement, comme tu disais, c'est pas toujours évident, mais on se prend vite au jeu, et surtout quand on parle de quelque chose qui nous passionne. Donc je mettrai dans les notes du podcast tous les éléments permettant de retrouver facilement les enceintes et autres, et puis au moment où ça sera diffusé, il y aura peut-être encore d'autres produits, donc il y aura de quoi aller faire le curieux, et puis éventuellement rentrer dans la communauté comme vous en parlez. Puis je vous souhaite bon vent, et nous on sera amenés à se recroiser puisqu'on n'est pas loin. Merci à toi. Merci, on va pouvoir aller écouter de la musique. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Victor et David, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y, et d'ici là, portez-vous bien.